Cuisine Référence. Pour votre cuisine, exigez des références. Références de sur-mesure, références de l'accompagnement. Cuisine Référence, votre créateur cuisiniste. Pour plus d'informations et pour trouver le magasin le plus proche de chez vous, rendez-vous sur notre site cuisine-référence.fr. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Entrez, approchez, venez, oui, venez. Bienvenue dans le manoir de la Petite Histoire. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vieille bâtisse qui date de 1832. Et c'est dans cette maison qu'on va célébrer ensemble Halloween aujourd'hui. Et on aura à ce micro des gens qui vont nous raconter, qui vont vous raconter leurs propres histoires qu'ils ont vécues ou dont ils ont entendu parler d'ailleurs. On aura droit notamment à une maison hantée, un bateau hanté, mais aussi à des ovnis. On a décidé de vous faire un épisode spécial Halloween. Salut tout le monde. Du coup, on a décidé de casser les codes de la petite histoire aujourd'hui. Habituellement, vous le savez, je suis seul à ce micro, mais exceptionnellement, on se retrouve avec pas mal de monde et les personnes que vous allez entendre aujourd'hui ont forcément des histoires terrifiantes à raconter. La première personne que je tiens à vous présenter, c'est celui avec qui je fais ces petites histoires depuis longtemps. Habituellement, il est dans l'ombre, mais c'est lui qui écrit les petites histoires du paranormal et qui mixe tous les épisodes de la petite histoire. Salut Sébastien Girard. Bonsoir. Comment ça va Seb ? Écoute, ça va très bien. Toi, dans quelques instants, tu vas nous faire flipper comment ? Alors c'est une petite histoire assez courte, mais c'est des gens qui me parlent. Ok. Voilà. On verra ça dans un instant. Dans ce manoir également de la petite histoire aujourd'hui, on a le privilège d'être avec Alina. Alina qui écrit depuis quelques semaines des petites histoires. Elle a rejoint l'équipe de la petite histoire donc. On retrouve Alina également sur la radio des sorcières. Elle va nous en parler aujourd'hui. Alina, bonjour. Hello, comment ça va ? Ça va bien et toi ? Super bien, merci pour l'invitation dans ce merveilleux manoir. Il est beau, hein ? Il est beau, il fait peur, ça craque un peu dans tous les sens, mais bon, on est bien. Alina, toi, on te retrouve donc sur la radio des sorcières. Raconte-nous en quelques mots la radio des sorcières, le concept, même si ce que je viens de dire l'énonce bien ce concept, mais raconte-nous de quoi ça parle. En fait, c'est une web radio qui permet en fin de compte de découvrir un petit peu les mystères du monde et notamment tout ce qui est en lien avec les sorcières. Donc, on a pas mal d'auditeurs qui apprécient cet univers et c'est dans le cadre donc de cette radio, je faisais des petites recherches que j'ai découvert aussi la petite histoire. Florent, Seb, et il y a quelques temps en arrière, c'était il y a à peu près 1 an et demi, je crois. Ouais, je vous ai contacté pour pouvoir intégrer dans le réveil des sorcières chaque dimanche matin des petites histoires donc de la Fabrique Audio. Alors je donne la radio des sorcières, je le dis en français, mais en réalité c'est en anglais qu'il faut le prononcer pour te retrouver sur internet avec la radio des sorcières. Et oui, c'est Witches Radio. Tu le dis mieux que moi, c'est pour ça que je préférais que ce soit toi qui le dise. Bon, avec toi dans un instant, Alina, on va vivre une expérience paranormale. Tu vas nous dire qu'il y a 5 ans, tu as dormi sur le bateau le plus hanté du monde. C'est le Queen Mary, tu nous racontes ça dans quelques instants. Et puis on sera également avec des auditeurs aujourd'hui. Vous avez été nombreuses et nombreux à nous raconter vos petites histoires d'horreur, notamment via les réseaux sociaux de la petite histoire, Instagram et Facebook. Et donc tout à l'heure, nous serons avec Sébastien. Il est canadien, il est québécois précisément du côté de Matane. Hein. On est sur les bords du Saint-Laurent. Et lui là-bas, Sébastien, il a vu des ovnis avec toute sa famille pendant près d'1 heure. Il va venir nous raconter cette anecdote. On sera aussi avec Marion qui a vécu dans une maison hantée pendant 7 ans. Si vous aussi vous avez des petites histoires à nous raconter, on vous attend sur les réseaux sociaux de la petite histoire. Vous êtes maintenant ici, et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus reculer. Bon, ça va les copains, Alina, Seb, pas trop peur dans le manoir ? J'ai allumé toutes les lumières, moi je suis pas en confiance. Là. Halloween, ça va. Halloween, ça vous évoque quoi ? Alors, forcément les sorcières, bien évidemment, les citrouilles, Jack aussi aux lanternes. On va raconter son histoire à Jack tout à l'heure. Ouais. Ah, merveilleux. Ouais. Et en plus, là, on est vraiment bien, on est dans le manoir, et à côté de moi, j'ai mon petit chat noir qui se balade et qui fait du bruit. Alors, attends, Annie. Hop, Auguste. Seb,
Toi, ça t'évoque quoi, le Halloween? Ah, c'est essentiellement les bonbons, hein. C'est la chasse aux bonbons, les films aussi, beaucoup de films d'horreur. C'est la tradition Halloween tous les ans, un petit film qui fait peur. J'aime bien, c'est dans l'ambiance. Un film qui t'a vraiment calé la frousse, c'est lequel? The Grudge. Alors Ok. la version japonaise et américaine, m'a traumatisé quand j'étais un peu plus jeune. Ah, carrément. Ah ouais, vraiment, pendant quelques temps, j'osais plus trop être dans le noir. Ouais, il m'avait bien traumatisé. Alina, toi, t'as un film d'horreur de référence? Oui, L'Exorciste. Ah ouais. Moi, je peux plus regarder L'Exorciste. Hein. En plus, j'ai regardé la version longue, tu sais, qui est moins connue. Et rien que d'y penser, là, j'ai des scènes dans la tête. Là, c'est affreux. Moi, perso, c'est le film Les Deux Sœurs. Je crois que c'est un film coréen de mémoire. Il m'avait bien fait flipper. Je l'avais regardé avec un pote qui, lui, était 8 fois plus flippé que moi. Donc, du coup, il arrêtait pas de crier. Et du coup, ses cris me faisaient encore plus peur. Tu vois, c'était un cercle vicieux, quoi. Donc, voilà, je vous le recommande. L'histoire de deux sœurs qui ont des longs cheveux. Je n'en dirai pas plus. Mais vraiment, vraiment flippant également. Alors, Seb, toi, pour ton histoire, tu nous emmènes dans ta maison de famille. Pour remettre dans le contexte, c'était pareil, il y a quelques années, donc comme je disais, je devais avoir 7-8 ans, je pense. Ouais. C'était dans les fin 90, début 2000. Et donc, en fait, à l'époque, donc je vivais évidemment chez mes parents. En fait, on avait une chambre en commun avec mon frère, on avait une grande chambre et on dormait dans la même chambre, en fait. Et c'était donc un matin, enfin, la nuit se passe normalement. Et le matin, j'entends quelqu'un qui me demande si ça va. Il me dit salut, j'entends un salut, ça va? Tu vois, normal. Mais je reconnais la voix de mon arrière-grand-mère. Alors moi, petit, content, je me lève, je dis, oh, trop bien, elle est venue et tout, elle est en vacances, je descends. Il y a personne, évidemment, il y a que ma mère qui est en train de faire le petit déjeuner. Et en fait, je dis, ah maman, j'ai entendu Mémé Gâteau qui m'a demandé si ça allait ce matin, elle est où? Genre, je croyais que, tu vois, qu'elle s'était cachée, qu'elle était là. Et en fait, ma mère m'a dit, mais elle est pas là, enfin, il y a personne, tu as dû faire un mauvais rêve, truc comme ça. Ok. 10 minutes plus tard, mon petit frère qui descend, ah maman, j'ai entendu Mémé Gâteau qui m'a demandé si ça allait, elle est où? Enfin, tu vois, tout content de l'entendre. Et en fait, en gros, c'est qu'avec mon petit frère, on a entendu, mais vraiment comme je te parle, comme tu entends quelqu'un qui te parle à 2 mètres de toi, très clairement, on a entendu notre arrière-grand-mère nous dire « Salut, ça va ?» Enfin, nous demander si ça va, en fait. Ouais. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que mon arrière-grand-mère, dans la famille, était considérée comme une sorcière. Dans le sens où, en fait, elle voyait des choses, elle comprenait des choses, tu vois, elle tirait les cartes, ce genre de choses. On est sûr, mais vraiment, c'est pas comme si, genre, peut-être je l'ai entendu, on est sûr avec mon frère, on en reparle parfois, on est sûr à 100% de l'avoir entendu nous demander si ça allait, vraiment nous dire coucou, ça va, comme quand on se réveille, en fait. Vraiment, c'était clair comme de l'eau de roche. C'est difficile à exprimer plus que ça. C'est comme si, voilà, t'as quelqu'un qui rentre dans ta chambre qui te demande si t'as bien dormi, quoi. Mais elle n'était pas là et alors à l'époque, non, elle n'était pas encore morte, mais elle était déjà un peu malade. Donc tu vois, elle aurait jamais pu descendre, elle aurait jamais pu venir nous voir. Voilà. Et elle nous a demandé, elle nous a parlé à notre réveil avec mon petit frère. Donc c'est pas moi tout seul, c'est vraiment, on s'est pas concerté avant, parce qu'il lui il avait 4 ans de moins que moi, et donc il devait avoir 3 ans à l'époque. Moi j'avais 5-6 ans je pense. Ouais. Donc voilà, on s'est pas concerté, dit on va faire une blague à maman. C'est vraiment, on était sûr qu'elle était là, qu'en fait elle nous était venue voir si on dormait, mais comme on dormait, elle était repartie, elle était redescendue. Sauf qu'en fait elle est jamais descendue dans le sud nous voir, donc c'était impossible. Et t'en as reparlé avec ton frère? On en reparle de temps en temps, quand on reparle un peu des souvenirs de quand on était petit. On en reparle souvent et à chaque fois on se redit, on était sûr à 100%. On n'a rien inventé. Et c'est là qu'après, ma mère, effectivement, en grandissant, nous a expliqué un peu tout le passé qu'il y avait avec elle, en fait. Toutes les histoires qu'elle a racontées aussi à ma mère quand elle était plus petite, en fait. Ah, c'est dingue tout ça. Je saurais pas t'expliquer pourquoi. Enfin, il y a aucune raison d'ailleurs ou en tout cas, elle nous l'a jamais dit de venir nous parler. Je sais pas. Honnêtement, c'est un peu incompréhensible, en fait. On sait pas. Incroyable ça. Et cette histoire de sorcière, c'est marrant que t'en parles puisqu'on est avec Alina, la spécialiste des sorcières. Donc c'est marrant que ça ressorte aujourd'hui quand même. Hein. C'est vrai. Mais ouais, elle tirait aussi les cartes du tarot. Ouais. Elle faisait souvent de ce qu'elle disait des rêves prémonitoires. Après c'est pareil, j'étais petit donc je pourrais pas te dire oui effectivement il y a 2 jours je l'ai vu faire, mais c'est des histoires de famille après tu sais qu'on te transmet. C'était assez étonnant comme histoire. Il faut le vivre pour comprendre comment ça fait d'avoir vraiment quelqu'un qui habite à plus de 300 km, que tu entends
vraiment, mais vraiment de vive voix, pas comme dans les films, tu sais, avec une réverb, ouh, je suis là. C'est vraiment comme si elle avait ouvert la porte et m'avait demandé si ça allait, quoi. Ouais, comme si elle était à côté, quoi. C'est ça. Ah, c'est dingue. La question que je me pose, Seb, donc ta grand-mère n'était pas décédée au moment où tu as vécu ça, mais elle était malade. Elle était, en fait, c'était comme c'est une période assez floue, comme j'étais petit. Oui. Elle est morte, il me semble, peut-être 2-3 ans après, mais elle était déjà fatiguée. Bon, elle était déjà plutôt âgée. Elle était adulte pendant la Seconde Guerre mondiale, donc elle était déjà bien adulte, enfin déjà bien âgée. Mais elle était déjà plus trop en forme, quoi. D'accord. Parce que comme elle avait des capacités, vu que a priori donc ta famille t'expliquait qu'elle avait un petit peu les capacités sorcières, peut-être effectivement qu'elle faisait aussi ce qu'on appelle des sorcières du corps pour vous rendre visite. Tu vois ? D'accord. Je sais que ça existe. Voilà. Donc ça peut aussi être une réponse à une sorcière du corps qu'elle a faite. Vous avez pu échanger avec elle à cette époque-là, du tout ? Non. C'est vrai qu'on n'en a jamais parlé. En fait, à l'époque, je pense que c'était resté dans un coin de la tête de ma mère. On en avait parlé vite fait. Et c'est plus tard, des années après la mort justement de mon arrière-grand-mère, qu'on a ressorti cette histoire et qu'on a commencé à creuser. Que ma mère a dit oui, mais c'est vrai qu'elle faisait des choses, elle voyait des choses. Des choses, par exemple, une que je peux raconter, c'est quand son mari est décédé, un jour, elle s'est réveillée un matin et elle est allée chercher derrière un cadre quelque chose bien caché qu'elle avait jamais bougé. Elle a récupéré, alors à l'époque, c'était des anciens francs, ça devait être 500 francs, je crois, qui était à l'époque une grosse somme. Et en fait, elle a dit à ma mère, elle dit, j'ai vu, je sais plus comment il s'appelait, son mari, je l'ai vu dans un rêve cette nuit, qui planquait de l'argent. Et en fait, effectivement, il avait mis de l'argent de côté pour les coups durs. Et en fait, il est mort sans lui dire où il avait caché l'argent, parce qu'il est mort brutalement, donc il a pas eu le temps. Et elle l'a vu dans un rêve la nuit, effectivement, qu'il avait caché de l'argent ici. Oui. Énorme, hein. C'était assez étonnant comme situation. C'était un personnage hyper important pour la famille, cette mémé gâteau, non ? C'était un peu le comment dire, le socle de la famille. Pas plus que mes grands-parents, par exemple, mais c'est vrai que à chaque fois que j'allais chez mes grands-parents, on demandait toujours on peut aller voir mémé gâteau parce qu'on adorait aller la voir. Ma mère déjà naturellement allait souvent la voir, comme c'était sa grand-mère, elle aimait beaucoup aller la voir. Et c'est vrai qu'on la voyait à chaque fois qu'on montait dans la région lyonnaise, on allait la voir. Ça faisait partie des choses qu'on avait envie de faire. On y allait vraiment par plaisir, en fait. Bon, merci pour cette anecdote. Oui, c'est vrai que ça fait froid dans le dos d'entendre comme ça au réveil une voix d'une personne qui est pas là, en fait. Surtout que, en plus, quand t'es petit, tu dis trop bien, elle est là. Puis en plus, t'as la déception après de te dire non, dommage, elle est pas là. Et après, avec les années plus tard, tu réfléchis, tu te dis mais attends, mais au-delà du fait qu'elle était pas là, il y a un problème quand même dans cette histoire-là. C'est qu'elle n'était pas là. Bon, si vous aussi vous avez des histoires comme ça à nous raconter, allez-y sur les réseaux sociaux, on vous attend. Dans quelques minutes, on va rejoindre Sébastien, un autre Sébastien, c'est un auditeur de la petite histoire. Lui, il aura pour nous une petite histoire perso également. Il nous racontera qu'il a vu des ovnis avec sa famille, notamment avec son père et sa grand-mère. Ça a duré pendant 1 heure. Il nous racontera cette histoire d'ici quelques minutes. Bon, est-ce que vous connaissez l'histoire de, tu le disais tout à l'heure, Jack aux lanternes, Alina? Oui. Cette belle histoire où on retrouve donc finalement l'origine d'Halloween. Alors Halloween, à la base, en fait, c'était pas la citrouille qui était le symbole d'Halloween, mais c'était, vous savez quoi? Non. Un navet. C'était le navet qui était la référence à la légende des contes irlandais, puisque Halloween est irlandais. Et donc, c'est une fête qui tient ses origines des îles anglo-celtes, une fête qui a plus de 2500 ans. Et donc, la citrouille n'a pas toujours été la mascotte de cette célébration. Simplement, c'est devenu citrouille quand, en fait, les Irlandais sont allés vivre aux États-Unis. Là-bas, il y avait moins de navets, mais il y avait beaucoup plus de citrouilles. Donc, c'est là où la citrouille est devenue de mise. Voilà, le symbole finalement d'Halloween. Alors Jack, il faut savoir que c'est un personnage qui provient d'un vieux conte irlandais. Il s'agit d'un avare, d'un ivrogne, d'un méchant. Il est égocentrique et en fait il va rencontrer quelque temps avant son décès, il va rencontrer le diable dans un bar et puis alors il se prend un peu la tête avec lui, etc. Il décède quelques temps plus tard et lorsqu'il arrive à l'entrée du paradis,
eh bien l'entrée lui est refusée à cause de sa vie d'ivrogne justement, et du coup le diable lui refuse également de le laisser entrer en enfer. Donc en gros il est entre le paradis et l'enfer, il sait plus où aller, il est finalement dans un no man's land. Il essaye de convaincre le diable de lui donner quand même quelque chose pour l'aider, et il va lui demander un morceau de charbon ardent pour éclairer son chemin dans le noir, et il va placer ce charbon, alors non pas dans la citrouille, mais dans le navet, un navet qu'il a creusé en guise de lanterne. Et donc, il est condamné à errer sans but entre le paradis et l'enfer jusqu'au jour du jugement dernier. Et donc, c'est pour ça qu'il a besoin de cette lanterne pour se donner quand même un petit peu de lumière. C'est pour ça qu'on l'appelle Jack of the Lantern, Jack à la lanterne, ou Jack aux lanternes. Chaque année, il réapparaît le jour de sa mort, et le jour de sa mort, c'est le 31 octobre, c'est Halloween. Voilà donc pour cette histoire qui concerne Jack aux lanternes. C'est pour ça qu'on a donc cette citrouille, et c'est pour ça qu'on a ce personnage mythique de Jack aux lanternes. C'était à peu près l'anecdote que tu connaissais, Alina ? Oui, tout à fait. Tout de suite, on va filer avec toi sur un bateau hanté, Alina. On est du côté de Los Angeles ? Oui, on est en Californie, on est en 2014, le 11 novembre précisément. T'as vu, j'ai tout noté. Ouais, je vois. En fait, ce qui se passe, c'est que j'aime énormément voyager, et je suis une grande fan du Titanic. Ouais. Et lors de notre séjour aux États-Unis avec mon mari, on reste à peu près une quinzaine de jours, il a voulu me faire plaisir. Et donc, il a voulu qu'on dorme dans le Queen Mary. Donc, c'est une sorte de grande réplique du Titanic, en tout cas pour l'époque. Et on a dormi donc 7 nuits dans ce bateau hallucinant. Alors j'ai hallucinant parce que vraiment quand on rentre à l'intérieur, il y a tout un côté vraiment même visuel. On a vraiment l'impression d'être resté comme happé à l'époque donc des années 1900. Donc c'est déjà très happant quand on rentre à l'intérieur de ce bateau. Mais moi quand je suis allée dormir là-bas, je ne savais pas que ce bateau était hanté, et que c'était même l'un des bateaux les plus hantés du monde. Même si j'adore tous ces milieux un petit peu paranormal, j'ignorais tout ça. Puis surtout que sur leur site internet, en fait, quand on réserve, ils mettent pas ça en avant. Et de plus, quand on y a dormi, c'était bien après Halloween, donc ils pouvaient pas avoir d'ambiguïté sur le fait que il y avait une soirée spéciale autour, du côté un peu paranormal. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben oui, on veut savoir. Alors, la nuit du 11 novembre, en fait, donc on visite le bateau, tout va bien, il est magnifique, il est happant. Et donc, la nuit du 11 novembre, il était tard, donc moi j'étais réveillée, je dormais pas. Et mon mari, par contre, lui dormait même très très bien. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces cabines-là, dans ces chambres-là, en fait, les lits ne sont pas super grands, c'est des lits une place. Et donc moi, j'ai mon lit qui est contre la porte, et mon mari est en face de moi, il a son lit contre le mur de l'autre côté. Donc il dort comme un bébé. Moi, je suis en train de faire mes petits messages sur Facebook, parce que déjà à l'époque, j'ai changé pas mal sur les réseaux. Donc 2014, ça date quand même. Ouais. Et donc en pleine nuit, je suis en train de répondre à mes messages sur Facebook, et là d'un coup j'entends 2 tocs contre la porte. Moi je suis allongée dans mon lit contre le mur qui donne vraiment à côté de la porte, et donc ça me surprend en fait totalement. J'entends 2 tocs. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe ? C'est bizarre, y a pas de bruit, rien. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on dort dans ce genre de bateau, les murs sont très très fins, les couloirs sont très très longs. Et si vraiment c'était une blague ou quelqu'un qui venait, je l'aurais entendu en amont arriver, ou du moins si c'était une blague, j'aurais entendu des gens rigoler ou partir en courant. Ouais. Et là, rien. J'ouvre la porte, rien, il se passe rien. Il y a personne de l'autre côté de la porte, il y a personne dans le couloir qui est immense. Et là, je commence un peu à flipper, parce que je me dis, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Enfin, j'entends 2 tocs contre la porte, c'est pas normal. J'avoue, je suis un peu flippée quand même, faut être honnête. En pleine nuit, vous avez votre mari qui dort en face, vous êtes éveillé, vous entendez ces 2 coups qui toquent. Et tu l'as pas réveillé, ton mari ? Ah non. C'est vrai que c'est très étrange, mais effectivement, je ne l'ai pas réveillé. Ça, c'est très étrange. T'as pas voulu le déranger, quoi. Je suis quand même une petite flippeuse, donc c'est vrai que sur le moment, j'y repense et je me dis, mais comment c'est que je l'ai pas réveillé ? Mais ouais, j'ai pas eu l'idée de le réveiller. Non, la chose que j'ai faite, c'est moi, j'ai allumé la télévision et j'ai essayé de m'endormir après coup. Et le lendemain, par contre, je lui en parle. Et lui, il me dit, ah ouais, et tout, nanana, ok. Par contre, ce qu'il me dit pas, donc on fait tout notre séjour, on est resté donc 7 nuits dans ce bateau.
Et quand on rentre en France, là, il m'avoue un truc de fou. Il me dit quoi ? Il me dit, écoute, la fameuse nuit, c'est la première nuit où on a dormi là-bas, où tu m'as dit avoir entendu ces 2 coups contre la porte, cognés. Cette même nuit, j'ai fait un rêve très bizarre. Alors je dis, quel rêve t'as fait ? Il fait, écoute, j'ai entendu une voix d'homme me dire que ce que tu allais me révéler le lendemain de ce rêve, c'est réellement réalisé. Donc là, je suis scotchée, parce que déjà, il m'en parle pas sur le moment, parce que lui-même très flippé, en fait. Mais comme il avait réservé le bateau pendant cette nuit, il avait peur que s'il m'en parle, en fait, qu'on parte tout de suite derrière et qu'on n'y reste pas. Voilà, alors tu vois, il y a déjà tout ce côté, on se dit, ok, d'accord. Mais après, de l'autre côté, lui, il se dit quoi ? Il se dit quand même, c'est assez hallucinant parce que moi, j'ai cette expérience-là qui se met en place. Enfin, j'entends ces tocs. Lui, il fait ce rêve la même nuit où moi, j'ai cette expérience. Et puis, c'était quand même assez étrange. Et quelques années plus tard, 5 ans plus tard, je suis invitée par une amie sur une chaîne YouTube. Donc, je parle de mon expérience, un petit peu étrange, qu'on appelle a priori un esprit frappeur. Donc, chose que j'ignorais après coup, avant coup. Et donc, je fais des recherches. Donc, je parle de cette histoire à mon amie sur sa chaîne YouTube, etc. Et je fais moi-même donc des recherches sur Internet et je découvre en fait qu'il s'est passé quelque chose de très, très, très hallucinant dans ce bateau. Donc, là, je découvre que c'est un bateau qui est hanté. Je ne le savais pas. Okay. Avant d'y aller, tu le savais pas, t'étais pas au courant. Ah non, mais du tout. Okay. Déjà, quand on rentre dans ce bateau, il est assez hallucinant parce que vraiment, au niveau, je sais pas, ressenti, le niveau intérieur de ce bateau, tout, comme si tout était resté figé dans les années 1900. C'est très, très bizarre. Déjà, comme sensation quand on rentre dedans. Peut-être que c'est voulu, je sais pas, mais en tout cas, il y a une étrange sensation quand on rentre à l'intérieur qui est inexplicable. On peut pas l'expliquer, il faut le vivre pour le comprendre. Mais surtout, moi, je découvre en fait sur une chaîne YouTube un jeune homme qui parle donc de ce bateau, le Queen Mary. Alors, ok. Et il explique tout plein de choses autour de ce bateau. Et puis là, d'un seul coup, il parle de la chambre B340. Ok. Et là, il parle d'un passager qui devient complètement zinzin dans ce bateau lors d'une traversée et il tue 2 femmes dans ce bateau dans les années 60. Et donc il tue ces 2 femmes, c'est un assassin, c'est un tueur, il devient fou et donc il l'enferme dans cette chambre B340. Et en fait, lors de cette nuit, cet homme-là, est tué violemment par on ne sait pas par quoi en fait. Ah oui. Vraiment, on ne sait pas par quoi, ce que raconte le jeune homme. En tout cas, c'est l'une des grosses légendes qui entoure ce bateau. Et donc, il pousse des hurlements, des cris à travers cette porte B340. Et en fait, le gardien qui surveille cette porte, qui ne veut pas le laisser sortir, pense à tort en fait qu'il fait ça pour sortir en fait. Et le lendemain, ils ouvrent la porte, ils découvrent que l'homme a été déchiqueté et décapité dans tout. Enfin voilà, il a vraiment le corps de cet homme-là est complètement déchiqueté dans cette chambre. Alors moi, j'entends cette histoire 5 ans plus tard, après mon expérience, parce que je suis toujours un peu happée, je me dis mais qu'est-ce qui m'est arrivé dans cette chambre, plus le rêve que mon mari fait. Et je découvre cette histoire. Pareil, je connaissais rien de ce bateau. Et je me rends compte en fait, donc je fais des recherches. Moi, j'ai pris des vidéos, j'ai fait des photos. D'ailleurs, je t'en ai passé, Flo, des photos dans mon plan. Et je découvre en fait que j'ai dormi juste à côté de cette chambre, en fait. Et c'est de là que je me suis aperçue en fait que j'ai eu très certainement cette nuit-là, le 11 novembre 2014, l'expérience de cet esprit frappeur qui est venu toquer à ma porte sans savoir ce que je vivais réellement, officiellement. Tu vois. C'est dingue. Et des fois, quand tu fais des expériences un petit peu paranormales, c'est pas que t'as pas envie de savoir tout de suite, mais même si t'as envie de savoir tout de suite, des fois t'as pas les réponses qui arrivent. Et des fois, c'est plusieurs années plus tard que tu comprends. Et même par moments, peut-être même psychologiquement, c'est même mieux de pas savoir sur le moment ce qui t'est arrivé, parce que c'est tellement flippant, en fait, que tu te dis que peut-être t'aurais pu vivre des choses beaucoup plus dramatiques si t'avais eu la réponse sur l'instant. Et suite à mes recherches que j'ai faites sur ce bateau, a priori, il y a toute une excursion autour de cette chambre. Il y a même des gens qui demandent à dormir dans cette chambre et à faire des soirées paranormales dans cette chambre. Et ils vivent des choses dingues. Voilà. Donc voilà pour ma petite expérience. Et effectivement, tu m'as envoyé les photos. Alors donc on voit ta chambre que tu as prise en photo.
C'est pas super bien rangé, je tiens à te le dire, Alina. C'est un vrai bordel dans ta chambre. Mais j'adore le couloir parce que il te fait pas penser un peu au couloir du film avec, tu sais, ce long couloir avec ce tapis. Shining. Ouais, Shining, exactement. Merci. Ah, tu vois, avec Jack Nicholson et tout, et il y a un long couloir avec un grand tapis comme ça. Et ben l'image que t'as envoyée, la photo que t'as envoyée, qu'on va mettre également sur nos réseaux sociaux, elle fait penser un petit peu à l'un de ces couloirs, tu vois, voilà. Donc un peu flippant. Et en tout cas, si c'était à refaire, si jamais toi t'avais connu cette histoire, cette légende urbaine, avant d'aller sur ce bateau, tu serais allé sur ce bateau ou pas, Alina? Alors, je serais allée sur ce bateau, mais j'aurais pas dormi à côté de la chambre B340. Parce que toi, t'étais quel numéro? Je me souviens plus là de mémoire. Genre 342 mais vraiment ou... à côté, ouais, vraiment à côté, dans le même couloir à quelques mètres à peine. Donc en gros, potentiellement, enfin, ça pourrait être les deux tocs, ils viennent peut-être de l'esprit du gars qui a été tué, ou alors des femmes qui ont été tuées aussi, c'est possible. Oui. Alors moi j'en ai conclu ça parce que je voyais pas vraiment. Alors il y a des personnes, parce que sur les réseaux bien sûr j'en ai parlé, des personnes qui m'ont dit il y a peut-être aussi les propriétaires du bateau qui s'amusent. Sauf qu'on était après le 31 octobre, donc on était bien passé au niveau de Halloween, bien 15 jours après à peu près. Et puis il y avait personne en fait. On était vraiment à une période d'arrivée dans ce bateau où c'était le moment où il y avait le moins de monde. Donc on n'avait pas de voisins à côté, il y avait ce bateau était même limite, pas presque 100 âmes qui vivent, mais pas loin quoi. Et d'ailleurs c'est aussi comme ça qu'on peut connaître un petit peu les prix, parce que c'est vrai que ces endroits-là pour y dormir ça coûte très cher, et on essaye un petit peu de choisir quand on fait des séjours avec mon époux, voilà des moments où c'est le moins cher. Et là c'était effectivement une période où c'était vraiment pas cher du tout, et donc peut-être aussi que ça explique cela. Mais je sais pas. En tout cas, pourquoi on nous a choisi ou positionné vers ce coin-là alors qu'on n'a rien demandé déjà de base. Ouais, c'est ça. Et puis s'il y avait plein d'autres cabines qui étaient dispo, qui étaient libres là quoi aussi. Ouais. Pourquoi là? Déjà aussi ces questionnements que l'on se pose. Et surtout moi, ce qui me perturbe en fait dans cette histoire, non seulement j'ai entendu ces tocs, c'est sûr, j'étais pas endormie, mais surtout moi, ce qui me perturbe, c'est le rêve que mon mari a fait. Ouais. Tu vois, le rêve que mon mari a fait, ça c'était assez dingue. Sans savoir à l'avance que j'allais lui parler de ça le lendemain. Et lui, finalement, rétrospectivement, il en dit quoi? Il en pense quoi de cette histoire, à la fois la tienne et puis le rêve il t'a raconté? Alors, déjà, lui, il est pas du tout dans le milieu, il croit pas à tout ça de base, il est quelqu'un de très terre à terre. Et alors déjà, quand il est avec moi, je le remène des fois dans des aventures assez rocambolesques. À force, il a l'habitude. Mais au début, on adore voyager et jamais, en fait, il croit à ces choses-là. Sauf que quand tu vis ces choses-là concrètement, enfin physiquement, et même dans les rêves, tu t'imagines pas une seule seconde que ça peut être vrai. Et donc là, il y a quand même des questions à se poser, de savoir comment tu peux avoir une corrélation entre ce que moi je vis réellement, sans être endormi, et lui ce qu'il vit dans son rêve, de son côté, en même temps. Et tu le disais tout à l'heure, et tu le disais même très bien, je suis quand même une petite flippeuse, je suis très sensible aussi. Même si j'apprécie un peu toute cette ambiance, tout cet univers, quand tu le vis en vrai et quand tu le regardes à travers la télévision ou tu écoutes des podcasts qui t'en parlent, c'est pas pareil. T'aimes bien te faire peur, mais quand tu le vis en vrai, t'as pas envie de le vivre en vrai en fait. Donc j'aurais très certainement dormi dans ce bateau, c'est sûr, même le sachant hanté, mais jamais j'aurais choisi une chambre proche d'une chose qui s'est passée. Tu vois, ça c'est une certitude. Et mon mari, maintenant, commence à s'ouvrir à tout ça. Et c'est vrai que lui aussi se pose encore des questions aujourd'hui. Bon, est-ce que vous y êtes déjà allé dans ce Queen Mary, vous aussi? Est-ce que vous avez dormi à côté de la chambre? C'est combien t'as dit, la B340? B340, ouais. Est-ce que vous avez dormi là-bas, juste à côté de cette chambre, ou carrément, pourquoi pas, dans cette chambre? Venez nous le dire sur les réseaux sociaux. On vous attend. C'est vrai que ça fait flipper ton histoire. Moi, clairement, j'aurais envie d'aller sur ce bateau rien que pour aller voir cette chambre. Ah, même moi, j'ai pas envie. Moi, je te le dis, j'ai pas envie. Encore plus maintenant que je connais des histoires autour de ce bateau et notamment autour de cette histoire-là, tu vois, de me dire que c'est peut-être, il y a peut-être un lien. Ouais. Ça me chamboule encore aujourd'hui. J'ai peut-être l'air au niveau de ma voix un petit peu chamboulée, mais ouais, je suis très sensible et
Et ça m'a fait peur. Allez, vous aussi, venez nous dire sur les réseaux sociaux si vous la connaissiez, cette légende urbaine du Queen Mary. Si vous y êtes déjà allé là-bas sur ce Queen Mary, vous nous dites ça sur les réseaux sociaux. On vous attend. Dans quelques minutes, on va rejoindre une auditrice. C'est Marion qui a vécu dans une véritable maison hantée. Donc, elle va nous raconter tout ça dans un instant. Et puis là, on est avec Sébastien, direction le Canada, direction le Québec précisément. Salut Sébastien. Bonjour. Alors Sébastien, toi tu es où? Je suis près de Matane, au Québec, au Canada. Ok, et donc auditeur de la petite histoire. Oui, parfois. Là, je suis pas régulier, mais je l'écoute parfois. Merci en tout cas d'avoir participé sur les réseaux sociaux et de nous avoir dit que tu avais une petite histoire pour nous, une petite histoire qui est en lien avec les ovnis. Je crois que toi, t'as vu des ovnis en famille. Oui, c'était un mois particulier puisque même ma grand-mère était à la maison chez mes parents à l'époque. Donc, on a pu voir ces belles lumières toute en famille. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'était où déjà? C'était Matane est située sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Donc, c'était justement au-dessus du fleuve. Et pour faire une histoire courte, moi, je quittais l'école, qui est le cégep, qui est une école en haut, plus loin à l'extérieur de Matane, et je descendais vers chez mes parents. Et déjà en hauteur vers le cégep, je voyais des lumières au loin, ce qui me semblait un peu particulière. Mais c'était l'heure du coucher du soleil. Donc, je me disais, c'est peut-être Vénus qu'on commence à voir, des trucs comme ça. Et lorsque je suis arrivé chez mes parents, il commençait à faire noir. Et là, j'ai bien vu que mon père, ma mère et ma grand-mère étaient tous les trois dans la fenêtre à regarder les mêmes lumières que ça faisait déjà une bonne demi-heure que je regardais moi aussi. Alors, je me suis installé avec eux. En fait, il y a même eu des passants qui sont venus en voiture même voir ces lumières. Et concrètement, ce qu'on voyait, c'était au large, au-dessus du fleuve, et on voyait, il y avait une grosse lumière blanche qui était comme qu'on pourrait être un peu le vaisseau mère, on pourrait dire un peu il y avait comme une sphère blanche, et autour, il y avait de petites sphères bleues et rouges qui se promenaient un peu comme des mouches autour. Et au début, on se disait, c'est un hélicoptère avec d'autres trucs qu'on ignore c'est quoi. Et là, on est en 94 ou 95. Ouais. Alors, il n'y a pas de drone, il n'y a pas personne qui filme avec les drones, et il n'y a pas de Starlink, et il n'y a pas de satellite étrange comme ça. Donc c'est ça. Fait qu'au début, on voyait ça comme ça agir, et même à mon arrivée à la maison, on a quand même pu l'observer une bonne demi-heure encore. Et ce qui était le signe plus particulier, en fait, là, qui nous a un peu ébahis, là, c'est que les petites lumières qu'il y avait qui se promenaient autour, qui comme des petites nacelles un peu, on distinguait rien. Là, on voyait vraiment juste des lumières qui se promenaient. C'est que à certains moments, ces lumières pouvaient faire, pas comment on pourrait décrire, mais un peu comme si tout à coup ces lumières-là allaient, comme on pourrait dire, warper en bon anglais, comme il allait grossir, rapetisser, disparaître, et une seconde d'après, c'est comme s'il réapparaissait ailleurs. Donc, il y avait comme 5 ou 6 de ces lumières autour de l'orbe principal, et ces lumières-là, de temps en temps, pouvaient disparaître et réapparaître comme ça en faisant comme une espèce de... C'est ça, c'est comme s'il venait de changer de position, mais en 5 secondes, même pas. Ouais. Même pas, là, ça se faisait en une fraction de seconde. Là, tu sais, je les voyais, la lumière scintillait, devenait plus grande, et elle disparaissait la seconde d'après. Elle réapparaissait un petit peu plus loin. Là. Comme j'ai dit, il y a des passants, il y a des voitures qui sont venues se stationner devant chez mes parents pour observer la même chose. Et c'est sûr que j'en ai pas tant parlé, mais c'est le genre de choses qu'on aurait dû entendre parler, je crois, en ville à Matane, parce que au moment où c'est arrivé, il y a le ferry, le traversier, celui qui fait la navette entre la ville de Bécomo, l'autre côté du fleuve, et Matane, est passé juste en dessous. Donc, c'est évident qu'il y a plein de monde qui ont dû le voir.
Mais et dans les journaux, on en a parlé, dans les radios, Nada. ils en ont parlé? Nada, rien du tout. Ah ouais. Et Mais toi? c'est clair qu'il n'y a pas juste nous, vu qu'on a vu des gens venir l'observer de chez nous également. Et toi, dans tes potes, il y a des gens qui l'ont vu ou pas, qui étaient au même moment à un autre endroit et qui ont pu voir la même scène? Non. Puis ce qui est un peu, dans la fois, j'ai même pas pensé appeler personne. Je me l'ai fait reprocher par la suite. Surtout que j'avais un copain qui habitait à l'époque directement sur le bord du quai, donc en ligne avec le traversier qui s'en venait, avec le ferry qui s'en venait. Donc lui aurait été assez bien positionné pour pouvoir peut-être prendre des photos ou des trucs comme ça. Et nous, on était un peu cons. On n'a pas du tout pensé sortir autre chose que les longues vues. Donc, pour observer, on n'a pas du tout pensé sortir le téléobjectif avec l'appareil photo, parce que mon père est quand même bien équipé en téléobjectif. On n'a pas du tout pensé à ça. Nous, et même ma grand-mère, elle, qui était là, puis qui observait ça, elle, de sa vie, aurait jamais pu voir quelque chose comme ça. Pour elle, ça existe même pas, ça se peut même pas. C'est dans les films étranges qui passent à la télé des fois, puis c'est tout là pour elle. Elle venait de son fond de village dans l'arrière-pays. C'est quelque chose qui lui effleure même pas l'esprit que ça pouvait exister. et par exemple, c'est pas du tout pareil que des étoiles filantes ou que des météorites qui tomberaient et tout. Ça avait pas du tout la même tête, quoi. Non, parce que la sphère principale a resté à la même position pendant près d'une heure. Ouais. Et j'ai pu observer vraiment qu'elle était là, à la même place, pendant une heure. Donc, et les petites sphères autour, je sais pas ce qu'ils faisaient, mais ils se promenaient partout. Et ça, de chez mes parents, on voit régulièrement des aurores boréales. On voit, à tous les étés, j'observe dans le fond, les chutes de météorites, justement, les perséides, des trucs comme ça. Et ça n'a rien à voir. Et ta grand-mère qui donc voyait ça pour la première fois, elle en a pensé quoi? Elle en a dit quoi, finalement? Ben, sur le coup, pas grand-chose, à part que, c'est étrange, mais, tu sais, je sais pas comment elles sont, vos grand-mères chez vous, mais chez nous, à l'époque, c'était des grand-mères très, très, très loin de leurs émotions. Donc, c'était quelque chose comme, c'est là. C'est plus moi et mes parents, dans le fond, qu'on se disait, là, mais qu'est-ce que c'est? Ouais. Qu'est-ce que c'est? Et ton père, par exemple, lui, pour le coup, il en a pensé quoi? Les discussions que t'as eues avec lui ensuite à ce sujet, ça donnait quoi? Moi, je viens d'une famille un peu particulière qui s'est toujours intéressée à ces sujets-là. Donc, mon père, du coup, il m'a dit que ça ressemblait pas à ce qu'il avait déjà vu auparavant. Donc, ça présumait qu'il devait en avoir déjà vu. Ouais. Mais il y en a pas tant jasé, mais c'est ça. Pour mes parents, c'était intéressant aussi. Mais c'est ça, c'est un sujet courant chez nous, tout ce qui est les choses étranges, et c'est probablement un peu pour ça que j'écoute votre podcast. Et quand on voit ce genre de phénomène dans les airs, après on arrive à s'endormir parce que j'imagine qu'il doit y avoir une certaine excitation après avoir vu un tel spectacle, un tel phénomène. On doit avoir envie de le raconter à tout le monde. On doit. Non, vu que justement c'est quand même, à l'époque, c'était quand même quelque chose de, c'est pas dans les mœurs courantes de raconter tout et de s'épancher de tout ce qu'on voit comme sur les internets maintenant. Donc oui, ça a dû créer une excitation. Je m'en souviens pas nécessairement là parce que ça fait déjà au-dessus de 25 ans quand même que c'est arrivé. C'est clair que j'ai dû y repenser pendant plusieurs jours là, mais c'est ça, comme c'était un peu particulier du sens que j'ose espérer de ce que c'était probablement une soucoupe volante. Aujourd'hui, dans mes fantasmes les plus aigus. Mais en fait, j'en sais foutre rien, là. C'est
parce que j'ai pas pu voir, tu sais, c'est pas comme ceux qui disent qu'ils l'ont vu au-dessus d'eux et qui ont vu le métal avec des écritures et tout. Moi, c'est pas ça, c'est vraiment des sphères lumineuses que j'ai vues. J'ai pas vu aucun détail. J'ai pas vu de personnage au travers d'une fenêtre ou quelque chose. C'était là, concrètement, devant moi, mais en même temps, j'avais pas d'éléments qui pouvaient me confirmer ce que j'étais en train de regarder vraiment non plus. On était en 94, c'était il y a quoi? Je calcule rapidement, il y a quasiment 30 ans, on va dire. Oui, presque. Depuis, t'as pas revu d'autres trucs, t'as pas revu d'autres phénomènes? Non, depuis, non. Non, mais comme je disais, c'est quand même un sujet récurrent chez nous. Je m'intéresse à plein de trucs, autant l'univers que les extraterrestres que les sciences les plus poussées là, qui font sur autant la neuro, les neuropsychologies ou les en tout cas, presque, j'achète plein de revues de toutes sortes de trucs, mais je me tiens loin d'habitude des trucs un peu complotistes, là. Si je suis pas dans ces affaires-là du tout, là. Sébastien, Alina, vous avez déjà vu des ovnis? Seb? Non. Une fois, j'avais cru en voir, enfin, je m'étais posé la question, j'avais vu dans le ciel de nuit des petits points qui se déplaçaient, ça faisait une forme de triangle, donc je me suis dit, qu'est-ce que c'est étrange tout ça. En fait, c'était tout simplement la patrouille de France qui s'amusait, quoi. Mais sinon, non, jamais rien vu de bizarre, en fait. Alina? Oui. Est-ce que tu as déjà vu, toi, des ovnis dans le ciel? Non, c'est pour ça que j'écoutais là l'histoire de Sébastien et j'étais happée, passionnée. Bon, et alors Sébastien, tu as eu le temps de la raconter maintenant, même si tu l'as pas raconté, on l'a bien entendu sur le moment, quand t'as vu ça, t'as pas forcément eu le temps de la raconter très rapidement à tes potes de l'époque. Là, quasiment 30 ans se sont passés, t'as dû la raconter des centaines et des centaines de fois, cette anecdote. Les gens, ils en pensent quoi? Oh, j'en parle quand même assez rarement. Ouais. Parce que j'ai quelques potes qui sont au courant, mais c'est quand même pas le genre d'histoire dont tu peux te vanter allègrement à tout vent comme ça, parce que on peut quand même facilement passer pour un bizarre, un étrange. Donc habituellement, je garde ça plus pour moi, mais comme c'est une histoire oui, j'ai vu quelque chose, mais que je dis pas allègrement. J'ai vu un extraterrestre et il m'a touché. On n'est pas là du tout, donc c'est quand même un peu moins bizarroïde à raconter, mais c'est ça. Non, c'est quand même un truc que je raconte assez rarement. Et tu le disais, c'est à Matane, c'est au Québec, dans ta région du côté de Matane, à côté donc du Saint-Laurent. Il y a souvent je dirais des réunions de personnes qui attendent de voir ce genre de phénomène. Non, pas ici. Il y a d'autres endroits au Québec que oui, mais pas ici. D'habitude, au Québec, c'est plus il y a le Mont Saint-Hilaire près de Montréal qui est reconnu pour ça. Ouais. Et donc, c'est les montagnes montérégiennes qu'on appelle. Et c'est 2-3 petites montagnes là, que là sur ça, l'histoire là pullule, c'est presque le Devil Tower aux États-Unis. Là, il y en a certains qui affirment qu'il y a une base militaire extraterrestre, c'est tout en dessous. Mais j'en sais que dalle, là, mais je connais la réputation et c'est tout. Là. Matane n'est pas un point chaud pour ça. Est-ce que tu as fait des rêves après? Parce que des fois, tu sais, on voit des choses étranges dans notre vie et ça peut après coup se matérialiser en rêve. Je croirais pas. À chaud comme ça, je me souviens pas avoir eu de rêve particulier là. En tout cas, du moins en relation avec ça. Là. D'accord.
C'est vrai que ça revient souvent le phénomène des rêves après qu'on ait vu ce genre de moments, après qu'on ait assisté à ce genre de moments. Je vois sur les réseaux sociaux, là, on est allé un petit peu fouiner évidemment. Il y a pas mal d'histoires autour des rêves après avoir vu de tels phénomènes. Ouais, c'est vrai, Alina. Toi, t'en as entendu parler des rêves qui accompagnent ce genre de phénomène, Alina? C'est pour ça que tu demandes ça à Sébastien? Alors, pas spécialement pour les ovnis, parce que moi, j'ai jamais eu cette expérience-là, donc je ne me suis pas forcément intéressée dans le fond à ça. Mais oui, pour d'autres expériences paranormales, en fait, on voit des choses tellement étranges, ça nous perturbe, puisqu'on n'a pas l'habitude de les vivre. Ça fait que derrière, l'inconscient aussi travaille. Et les rêves peuvent aussi être des supports pour nous aider justement à avaler un petit peu ce qu'on a vécu. Ou même pire, carrément planer, quoi. Ouais. Mais voilà, c'est souvent récurrent, effectivement, qu'il y ait des rêves derrière qui suivent. Sébastien, en tout cas, merci de nous avoir raconté ta petite histoire du paranormal aujourd'hui pour la petite histoire. Merci beaucoup. Et merci de nous écouter régulièrement du côté du Canada, vous aussi, où que vous soyez en France, mais aussi dans le monde. N'hésitez pas à nous envoyer des petits messages là sur les réseaux sociaux. Racontez-nous la vôtre également d'anecdotes. Il nous reste du temps avant Halloween, donc allez-y, lâchez-vous sur ces anecdotes qu'on partagera évidemment sur nos réseaux sociaux à nous de la petite histoire. Seb, toi, tu veux nous raconter également une anecdote, une histoire que tu as eue avec un chien qui était pas super sympa? Alors on va dire que c'est ça. Ouais. En fait, c'était donc il y a quelques années, donc j'étais déjà plus grand, j'avais déjà déménagé, et en fait on vivait donc avec mon père, mon frère et ma sœur dans une maison, tout ce qu'il y a de plus classique, mais dans laquelle on se sentait pas forcément à l'aise. Tu sais, en plus elle était pas très bien finie. Les murs étaient pas très droits. La maison, elle inspirait pas confiance, tu vois. C'était pas une vieille maison. Mais elle était bizarre. Elle était bizarre, cette maison. Et en fait, on avait un chien, un Golden Retriever, exactement, qui était, alors je préviens à l'avance, qui était totalement sain d'esprit. Enfin, il était pas fou. Il est un chien normal. Il était adorable. Il était super sympa comme chien. Et en fait, parfois, le soir, on était souvent tout seul avec mon frère et ma sœur. Par exemple, on regardait la télé dans le salon. Et à un moment donné, le chien, il se mettait à fixer souvent un coin de mur, tu sais, un espèce d'angle, et il se mettait à aboyer, mais pas aboyer genre un chien qui aboie. Vraiment, là, il se mettait à aboyer, méchant, il montrait les crocs, comme s'il voulait nous défendre, tu vois, de quelque chose. Et il se mettait à aboyer, mais méchamment, pendant 5 minutes, on n'arrivait pas à le calmer. Et vraiment, il fixait un endroit, comme s'il y avait quelqu'un qui voulait rentrer dans la maison, qui nous voulait du mal, tu vois. Et il aboyait, mais vraiment méchamment, il nous faisait peur, parce qu'on se disait, autant il va se retourner contre nous, alors que pas du tout. En fait, dès qu'il nous voyait, ça allait mieux. Mais hop, il retournait directement dans le même coin qu'il avait vu à l'instant pour aboyer, essayer de faire fuir quelqu'un, quelque chose, on sait pas quoi. On n'a jamais su ce que c'était, mais c'était vraiment flippant de voir un chien quand même assez gros qui montrait les crocs, qui aboyait. Tu sentais qu'il aboyait, qu'il avait un peu peur, mais en même temps qu'il voulait faire peur aux gens pour montrer qu'il était plus fort qu'eux, tu vois. Et il faisait ça, mais assez souvent. Et comme s'il sentait un truc, quoi, comme s'il y avait une présence de quelqu'un. C'est ça, mais à des endroits différents de la maison, mais souvent contre un mur. Enfin, il fixait un mur, en fait. Toi, Alina, les animaux, t'en as déjà eu qui ont ressenti des trucs, ou t'as eu l'impression tu nous disais tout à l'heure que t'avais un chat noir, ton chat, il ressent des choses? Je sais pas si elle ressent des choses en particulier, mais c'est vrai que elle a un comportement de chat, quoi. Des fois, les chats, il se passe des choses, d'un coup ils s'arrêtent et ils fixent quelque chose, mais sans plus. Je me pose pas forcément de questions au niveau des animaux, en tout cas. Après, j'avais entendu dire, alors c'est une amie de la famille qui est musulmane, qui nous disait que chez les musulmans, en principe, les musulmans n'ont pas de chiens chez eux, parce que ça fait fuir les esprits, justement, et que dans la religion musulmane, on laisse la maison ouverte aux esprits, en fait, pour qu'ils puissent vaquer à leurs occupations. Je sais pas, j'en sais pas plus, mais voilà, elle nous avait dit que dans la religion musulmane, en principe, justement, on n'a pas de chien, parce que ça fait fuir les esprits. Alors, est-ce que c'est lié ou pas, je sais pas. Vous appelez les esprits, vous? Il vous arrive d'appeler les esprits? Ou de les avoir appelés déjà une fois dans votre vie? Non, oui. Moi non. Ouais. Alina, toi, ouais? Oui, quand j'étais petite. Moi aussi, j'ai fait ça quand j'étais gamin. Et alors, ça a marché ou pas? Écoute, oui, ça a été l'une de mes premières expériences traumatisantes étant enfant, et j'étais en Angleterre en plus. J'étais à Hastings, dans le sud de l'Angleterre. Ok.
Et alors, il s'est passé quoi ? Plusieurs enfants à faire ça. Voilà, on était dans une sorte de break and breakfast. Je sais pas si vous voyez un petit peu. Ouais. Dans les années 90. Et par contre, là, on se pose quand même des questions de savoir si c'était pas les propriétaires quand même qui nous ont pas fait peur. On a fait une sorte de table tournante et quand on a appelé les esprits, on a en fait les chandeliers en haut qui se sont mis à s'allumer, à s'éteindre et à se retourner. En fait, les chandeliers étaient en forme de bougies. Et on a flippé grave, quoi. Hein. C'était un truc, je m'en souviens encore. Pour te dire, j'avais une dizaine d'années. Et je pense que c'est de là que ça a dû commencer mon attrait pour le paranormal. Ah ouais. Je suis en Angleterre, je vis ça, même si je me dis que à l'époque, sur le moment on n'y pense pas, mais avec du recul en tant qu'adulte, on se dit c'est très certainement les propriétaires qui ont dû s'amuser avec nous. Ou pas. Parce que c'était trop hallucinant. Ouais. Tu vois, comme expérience, je trouve. Moi, j'ai une pote qui, je la salue d'ailleurs si elle écoute ce podcast aujourd'hui. Elle s'est retrouvée dans une réunion de famille parce qu'il y avait l'enterrement de sa grand-mère en fait venait de décéder et elle s'est retrouvée dans une veillée. On veillait le corps de la grand-mère et en fait elle a vu carrément des trucs voler dans la pièce. Elle a vu et pourtant c'est une fille, je le dis tout de suite parce qu'il peut y avoir ça comme question, est-ce qu'elle prend des trucs hallucinogènes, genre est-ce qu'elle fume, genre est-ce qu'elle boit beaucoup ta pote? Non, pas du tout. Et elle y croyait pas forcément à ce genre de choses avant de voir ça, et elle a vu ça, elle était hallucinée quoi. Elle était hallucinée, ça il y avait des objets qui volaient dans la pièce, c'était fou, elle me dit je saurais même pas t'expliquer exactement ce qui s'est passé parce que c'était complètement dingue, j'avais l'impression d'être dans un monde parallèle quoi, voilà. Comme quoi, des fois, voilà, on croit pas au truc et puis il peut y avoir un événement qui nous marque à jamais et qui fait que on commence à croire, à être plus ouvert en tout cas à ce genre de phénomène. C'est vrai que c'est souvent comme ça qu'on arrive dedans. Moi, c'était pareil. Je crois pas. Je suis quelqu'un de très, très terre à terre aussi. C'est vrai que quand il t'arrive des choses que tu peux pas expliquer, tout de suite, tu commences forcément à te poser des questions. Tu dis, est-ce que finalement, il y aurait pas quelque chose d'autre? Et pourquoi pas d'ailleurs? Enfin, tu vois, alors que peut-être il y a des explications, tu vois, à chaque fois, mais c'est vrai qu'il y a des moments, c'est quand même vraiment difficile à trouver une explication logique à ce genre d'événement. Et direction donc le sud de la France, c'est Misogyne qu'on va retrouver, alias Marion. On vous annonce Marion depuis tout à l'heure. Elle a un pseudo également Marion parce qu'on le retrouve sur les réseaux sociaux. Salut Marion. Salut. Misogyne, ça vient d'où Misogyne d'ailleurs? Oula, c'est une vieille histoire ça. Je trouve ça très rigolo à l'époque quand je me suis inscrit sur les réseaux sociaux de faire un jeu de mots. À l'époque c'était la mode, maintenant un peu moins, mais il faut vivre avec ses erreurs du passé. Bienvenue dans le manoir de la petite histoire. Aujourd'hui pour Halloween, on se fait des histoires, on se fait un petit peu peur, on se raconte des histoires dans ce vieux manoir. Et alors toi t'as une histoire qui est une véritable histoire que t'as vécue. Tout à fait. T'as vécu dans une maison hantée pendant des années. Oui, tout à fait. C'est ma maison d'enfance où j'ai grandi, qui effectivement était probablement une maison hantée, en effet. Mais alors, elle est où cette maison d'enfance ? Elle est à Aiguille, près d'Aix-en-Provence. D'accord, ouais. Voilà. Et pas loin de chez Jessica Alba, parce que je crois que Jessica Alba avait une petite villa à l'époque à Aiguille. Alors, Jessica Alba, je sais pas, je sais qu'on avait Christophe Maé. Oui. Dans un autre grosse style. star à Aiguille. Ouais. François-Xavier de Maison également. Également, mais tout à fait, qui habitait près de la Faisanderie, tout à fait. Okay. Ouais, donc que des stars à Aiguille. Et qu'on salue. Alors du coup, dans cette maison à Aiguille, qui est donc dans les Bouches-du-Rhône, dans le sud-est de la France, il se passe quoi ? Il s'est passé quoi ? Alors, déjà, il faut savoir, cette maison, j'ai emménagé dedans, je devais avoir une dizaine d'années, je pense. Et c'est pas le genre de maison qu'on s'imagine comme dans les films d'horreur, vieille maison, un peu manoir, etc. Pas du tout, c'était une maison assez moderne, entre guillemets, qui datait des années 70, mais maison d'architecte avec beaucoup de baies vitrées, très lumineuses. Donc pas du tout une maison de film d'horreur, à la base. Et donc, quand j'ai emménagé là petite, tout se passait bien, etc. Et il a commencé à se passer un petit peu des trucs un peu bizarres. Alors, c'est assez anecdotique, mais des portes qui claquent alors qu'il n'y a pas de courant d'air, des tableaux qui se décrochent tout seuls, des objets qui tombent, ou par exemple mon chien qui, en pleine nuit, s'arrête au milieu d'une pièce tétanisée et regarde un point fixe dans le vide. Enfin, des trucs un peu étranges comme ça, mais qu'on pourrait passer sur du stress ou des imaginations d'adolescents ou des choses comme ça. Mais il y a eu quand même pas mal de trucs bizarres dans cette maison.
Et notamment des trucs un peu plus hard. Je me rappelle notamment d'une nuit où je dormais profondément et d'un coup j'entends dans mon oreille un réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Mais vraiment comme s'il y avait quelqu'un dans la pièce. Et donc là je me suis vraiment réveillée en sursaut et je me suis assise, enfin vraiment m'attendant à voir quelqu'un dans ma chambre, quoi. Il y avait personne. Je me suis assise sur le bord de mon lit, un peu stressée comme ça, genre c'est bizarre. Et là, derrière moi, il y avait une étagère au-dessus de mon lit qui s'est décrochée avec toutes les choses qu'il y avait dessus et qui est tombée pile là où je dormais quelques secondes plus tôt. Donc ça, déjà, gros stress. Ah ouais. En pleine nuit, j'étais pas bien. Je me dis, ok, très bizarre, très bizarre. Une autre fois, là, j'avais des témoins. On était avec 2 copines chez moi. Et mes parents étaient pas là, donc je sais pas, on devait avoir peut-être 16 ans, un truc comme ça. Mes parents étaient pas là, et donc j'avais invité 2 copines à dormir à la maison parce que c'est vrai. J'avais peur un peu dans cette maison, et d'ailleurs la plupart de mes potes disaient toujours putain, elle fait flipper ta maison un peu, et il y a une espèce de quand on rentrait on se sentait un petit peu angoissé, quoi. Donc j'aimais pas trop dormir seule là-bas, et donc j'avais invité 2 copines à dormir à la maison. Bon bref, on se fait notre soirée, etc. On se couche. On était 2 dans, moi j'avais un lit double, donc on était 2 copines dans mon lit double et une copine qui dormait sur un matelas par terre. Et en pleine nuit, ma pote elle me réveille, celle qui était à côté de moi, et elle me dit regarde le truc au plafond, tu le vois? Et là, je regarde et effectivement, il y avait une espèce de forme blanche super étrange au-dessus du lit. Donc là, moi, j'essaie de rationaliser en disant, je sais pas, ça doit être une ombre d'une bouteille d'eau, je sais pas quoi, etc. Et là, l'ombre se met à bouger un peu vraiment étrangement. Donc là, on commence à flipper, on hurle, on se dit non, il faut qu'on sorte de cette pièce, c'est horrible et tout ça. Et donc on se lève et je vais pour tirer ma pote qui était par terre allongée. Et elle dormait, alors qu'on venait de crier et tout ça. Et j'essaie de la réveiller, elle se réveille pas et tout. Je me dis, putain, trop bizarre et tout. Je dis non mais on a dû psychoter et tout, parce qu'on regarde, l'ombre n'y était plus. On se dit on a dû psychoter et tout. Et ma pote elle me dit mais moi je l'ai vu aussi l'ombre, c'est très bizarre et tout. Je dis ouais non mais on a dû psychoter. Viens on sort, on va se mettre un film et tout. On sort de la pièce en laissant la porte grand ouverte. Hein. Et ma pote qui était par terre dormait, ne se réveillait pas. Déjà ça aurait dû mettre la puce à l'oreille, genre c'est pas normal. Mais bref, peut-être elle dormait profondément, je ne sais pas. Et donc on sort de la pièce, on se met vraiment juste dans une pièce juste à côté où il y avait une télé, donc porte ouverte, etc. Et là d'un coup la porte de ma chambre claque et on entend ma pote qui hurle. Donc là on court et elle dit il y avait quelqu'un dans la chambre, j'en suis sûre, il y avait quelqu'un dans la chambre. Donc elle s'était réveillée comme ça, là comme s'il y avait quelqu'un qui avait claqué la porte alors qu'il y avait absolument personne dans la maison. Donc voilà, des petits trucs comme ça, très sympathiques, n'est-ce pas? Ouais. Voilà, donc ça c'est un peu les trucs qui se passaient dans la maison. Et moi ça m'arrivait plein de fois, j'étais seule dans la maison et j'entendais des gens marcher en haut alors qu'il y avait personne, enfin voilà. Donc vraiment une maison flippante. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Puisque quelques années plus tard, mes parents divorcent, donc je déménage de cette maison. J'étais quand même un peu triste parce que c'était ma maison d'enfance, mais voilà. Mais bref, je quitte cette maison. Et plusieurs années plus tard, je passe un entretien d'embauche avec un mec et on passe l'entretien et tout ça, puis il regarde mon nom de famille et il me dit excuse-moi, mais t'habitais pas à telle adresse? Et il me donne l'adresse de cette maison. Et je dis oui, j'habitais là, c'était la maison de mes parents, etc. Il me dit c'est marrant parce que c'est ma femme et moi qui avons racheté cette maison en fait. Ah d'accord, ok, marrant, les coïncidences, tout ça. Je me fais embaucher dans cette boîte et on fait un soir, on fait un apéro, il y a la femme donc du coup de ce patron qui vient, tout ça, on discute, machin. Et à un moment donné, sa femme, elle s'assoit à côté de moi, elle me dit Marion, je peux te poser une question quand même? Et là je dis quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que quand t'habitais dans cette maison, il se passait pas des trucs bizarres? Et là, tous les souvenirs de ma jeunesse reviennent en mémoire, mais je dis, si. Moi, j'avais un peu occulté ce truc en mode, peut-être j'étais ado et j'avais un peu inventé. Mais là, elle me dit ça me fait revenir tout en pleine face. Et elle m'explique qu'elle aussi, ils ont des tableaux qui se décrochent, des portes qui claquent, des objets qui tombent tout seuls, etc. dans la maison. Et que eux aussi vivent ça. Et là, je me suis dit, en fait, cette maison est vraiment hantée, quoi. Et j'en ai parlé assez récemment avec mes parents, du coup. En leur expliquant cette histoire, en disant c'est fou quand même, les gens ils ont emménagé après, machin, etc. Et ma mère m'a dit écoute, on te l'a jamais dit, mais en fait il y avait quand même un mec qui s'était suicidé dans cette maison. Ah ouais. Alors je ne sais pas si c'est lié, mais en tout cas voilà. Et comme en fait c'est vraiment le fait que cette nana m'ait dit après, alors qu'on parlait pas du tout de ça, que m'a posé la question. Il y a eu des trucs, je me suis dit en fait cette maison elle devait être vraiment hantée parce que c'était pas que mon imagination. Eux des années plus tard l'ont rachetée et ont aussi vécu des trucs très bizarres dans cette maison. Voilà. C'est dingue. Voilà, c'était mon histoire de maison hantée. Oh là 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 là. Et mais du coup ils l'ont su. Donc le couple là qui a repris la maison après, ils ont su qu'il y avait eu un suicidé dans la maison.
Tu leur as dit? Du coup, comme j'en avais parlé après ma mère et qu'elle m'a dit ça, je leur ai dit, quoi. Ouais. Et voilà. Et du coup, la femme, elle a dit, mais ça m'étonne pas. De toute façon, je sentais qu'il y avait un truc bizarre dans cette maison. Mais en fait, c'est un peu fou parce que dans le sens où moi, je me rappelle quand j'ai vécu dans cette maison, vraiment, je me disais, il y a des trucs bizarres. Mais en même temps, c'était chez moi. Tu sais, c'est ta maison. Peu importe, il se passe des trucs bizarres. C'est pas tous les jours, tu vois. C'est genre une fois par mois, il y a des trucs bizarres. Mais j'avais un peu occulté tout ce truc-là en me disant, tu sais, c'est dans l'enfance, tu t'inventes des trucs, des machins. Et le fait que des années plus tard, une personne entre guillemets adulte, grande, etc., me pose la question alors que j'avais même pas abordé le sujet, là je me suis dit ouais, il y a un truc en fait. Ah ouais. Et quand tu y étais dans la maison à l'époque, du coup, parce que t'étais ado, t'as pas eu envie de faire des appels d'esprit, de faire du, je sais pas moi, ouais, d'appeler des potes et de dire ouais, venez, on essaye d'appeler Bob Marley. Il me semble qu'on avait fait des soirées d'esprit, mais ça m'a pas marqué du fait qu'il se soit passé des trucs, tu vois. Je pense que comme tous les ados, on a fait des soirées d'esprit dans cette maison, mais pour le coup, je me rappelle pas qu'il se soit passé des trucs suite à ça, quoi. Enfin, il se passait déjà des trucs en fait. Vraiment, enfin, je me souviens, on était des fois à table et d'un coup, le tableau du mur qui était complètement à l'opposé tombait, quoi. Enfin, c'est vraiment des trucs improbables, quoi. Et tes parents, eux, ils y croyaient à ça ou pas Pas du tout. Non, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Mais là, maintenant, quand tu leur en reparles, c'est un truc qui est une possibilité pour eux ou ils continuent à te dire ouais, enfin bon, ça va, c'est juste des tableaux qui tombaient, quoi, tu vois. Je sais, ils sont pas. En gros, c'est un peu du genre crois ce que tu veux. Tu vois, ils sont pas en mode. Ils vont pas me dire. Enfin, eux, ils y croient pas du tout. Ouais. Mais en même temps, si je leur dis non, mais te rends compte, il se passait des trucs comme ça. Oui, bah si tu veux. Tu vois, c'est un peu. Oui. Genre reste dans tes croyances. Nous, on s'en fout un peu, quoi. On ne te juge pas. Voilà, c'est exactement ça, quoi. Ah là là. Et les potes du coup que tu avais fait venir et tout chez toi à l'époque, ils acceptaient de revenir quand même après dans cette maison qui était un peu chelou, quoi, pour eux. Alors. Le gros avantage, c'est que dans cette maison, j'avais une piscine et il y avait pas souvent mes parents. Donc en fait, les gens, à l'adolescence, celui qui a la piscine et qui a jamais ses parents, en fait, ta maison, tu vas la squatter tout le temps. Donc en fait, si, ils venaient tout le temps squatter chez moi. Mais ils me disaient tout le temps, ta maison, elle fait flipper. Mais ils revenaient quand même. Et tu penses que réellement, potentiellement, c'était peut-être la personne suicidée qui essayait de rentrer en communication d'une manière ou d'une autre avec vous? Je sais pas. En fait, je sais pas trop si je crois aux esprits ou trucs comme ça, mais je me dis quand même que si une personne s'est suicidée, c'est qu'elle a décidé de partir, donc elle reviendrait pas hantée. Ouais. Tu vois, ça me semble. Enfin, après, je suis dans une espèce de logique, pas logique, parce que voilà, il y a pas forcément de logique derrière, mais non, pas forcément. J'en sais rien. En réalité, j'en sais rien. Vraiment, je me dis juste cette maison avait des ondes particulières, j'en sais rien. Mais genre les ondes que tu ressentais, est-ce que tu ressentais des ondes particulières de quelqu'un en particulier, ou est-ce que c'était juste des trucs étranges, mais t'avais pas forcément un sentiment qu'il y avait quelqu'un? Tu vois ce que je veux dire? Bah, le truc, c'est que j'avais un sentiment qu'il y avait plusieurs personnes, tu vois, parce que je me dis, quand je repense à cette histoire de l'étagère, là, qui m'est tombée dessus avec la voix d'abord, je me dis, bah, la voix qui m'a dit de me réveiller, finalement, elle était plutôt positive, alors que celui qui a fait tomber l'étagère, finalement, il voulait chercher à m'attaquer, donc. Tu vois, je me dis, il y avait peut-être plusieurs personnes, j'en sais rien, je sais pas. Vraiment, mais vraiment, plus je pense à cette maison, et même quand j'en reparle avec mes amis, qui traînaient avec moi dans l'enfance, et ils me disaient, bah, c'est vrai, tu te rappelles, il s'était passé ça, c'est vrai, il s'était passé ça. Et c'est des trucs, tu sais, t'oublies un peu, mais, Et donc, c'était il y a combien de temps, ça? C'était il y a 15 ans, 20 ans, un truc comme ça? Ouais, c'est ça, à peu près, ouais. Et entre-temps, t'as jamais revécu des choses comme ça ailleurs? Si. Ah. Parce que moi, je pense que je les attire un peu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Non, moi, il m'est déjà arrivé des trucs un peu. Alors, le problème, c'est que j'ai deux trucs qui sont un peu particuliers. C'est que moi, par exemple, je fais de la paralysie du sommeil. Ouais. Donc, il m'est arrivé des trucs où je peux mettre ça sur le compte de la paralysie du sommeil, parce que moi, ça m'est arrivé plein de fois de me réveiller la nuit, qu'il y avait quelqu'un dans ma chambre, ou des choses comme ça, assez affreuses, ou d'entendre des bruits qui n'existent pas. Mais ça, je le mets beaucoup sur le compte de la paralysie du sommeil. Alors, au départ, je savais pas ce que c'était la paralysie du sommeil. Donc, au début où ça m'est arrivé, je pensais vraiment que j'étais folle, parce que ça m'arrivait vraiment de voir des gens dans ma chambre et tout. Enfin, c'était horrible. Parce que en paralysie du sommeil, toi, tu vois carrément des gens. Ah, moi, je vois carrément des gens. C'est pas que juste t'es bloqué, tu peux plus bouger, c'est que tu vois des gens et. Non, moi, je vois des gens terrifiants. J'entends des bruits. Ah non, moi, c'est horrible. Moi, mes paralysies du sommeil, elles sont d'une violence. Et au début, ça m'arrivait vraiment, je pensais que j'étais folle. Et puis après, quand j'ai su ce que c'était, ça m'a permis de relativiser et voilà.
Mais non, après des trucs bizarres, oui, il m'est déjà arrivé des trucs bizarres. D'entendre des gens qui sont censés être morts ou des choses comme ça un peu étranges, ouais. Mais quoi, des gens que tu connais? Ouais, des gens des personnes proches que j'ai pu perdre et que j'ai vu ou entendu après, mais je me dis c'est peut-être aussi mon imagination, quoi. Mais il m'est déjà arrivé des trucs chelous, genre par exemple un objet que j'avais offert à une personne qui était défunte et qu'ensuite j'ai récupéré, cet objet la semaine suivante du décès qui tombe tout seul du meuble, où je me dis c'est peut-être un message en fait, je sais pas. En fait c'est un peu ce truc là parce que j'y crois et j'y crois pas, c'est-à-dire que comme il m'arrivait des trucs, j'y crois un peu et en même temps j'ai pas envie de le cultiver parce que j'ai pas trop envie que ça m'arrive non plus. Vous voyez ce truc? Ouais, carrément, ouais. En fait, quand je regarde les trucs des gens qui sont à fond là-dedans, en fait, je me dis, je dois faire partie de ces gens qui ont une espèce de magnétisme et qui peuvent, si ça existe vraiment, je pense que je suis là-dedans, mais je le cultive tellement pas, je veux tellement pas le cultiver, en fait. C'est trop flippant, je trouve ça trop flippant. Ah, et les gens, là, qui étaient décédés et qui te parlaient, ils te disaient quoi? Ils te disaient des trucs sympas ou des trucs un peu angoissants? Ni l'un ni l'autre. C'est comme si ils passaient juste voir si tout se passe bien. Tu vois un peu? Ouais. Et même de dire, il y a un peu ce... Ouais, c'est ça. C'est un peu voir si tout se passe bien. Et moi, d'ailleurs, mon premier réflexe quand ce genre de truc m'arrive, où je vois des trucs un peu flippants, en fait, je réponds. Et je dis, tout va bien, vous pouvez partir. C'est bon, c'est bon, tout va bien. Vous pouvez y aller, il y a pas de problème, tout se passe bien. Il y a pas de souci, vous pouvez y aller. C'est genre, je veux pas creuser la conversation, mais après, ça me rassure, moi, de dire ça, et généralement, ça marche. Alors, je me dis, je sais que ma belle-mère qui est à fond là-dedans, elle est à fond là-dedans. Elle me dit, mais il faut leur parler, hein, Oui, d'accord, ouais. Et genre, toi, si t'étais un esprit, tu reviendrais, quoi, si t'avais la possibilité d'être un esprit après la vie, tu reviendrais ou pas? Non, mais moi, faut pas me dire ça, parce que, moi, je reviendrais terroriser les gens qui m'ont fait chier dans la vie, quoi. C'est vrai? Ah, moi, je pense que je serais un esprit horrible, évidemment. Tu ferais quoi? Je sais pas, franchement, j'irais voir les gens qui m'ont fait chier toute ma vie et vraiment, je hanterais leur vie pour les traumatiser, quoi. Je serais horrible. Dans les trucs, tu parlais de quand on est en lien avec des gens qui sont morts et qui reviennent un petit peu dans notre vie. Moi, j'ai une pote qui a perdu son papa il y a pas longtemps. Et le jour de l'enterrement, donc ils se retrouvent dans le village d'enfance du père et tout. Et le jour de l'enterrement, ils étaient donc en train c'était la cérémonie d'enterrement, tout ça, donc ils étaient en train d'attendre le cercueil, etc., etc. Et d'un coup, il y a une mobilette qui arrive à fond sur une petite route qui est déserte. Habituellement, il y a personne qui passe par là. Et là, ce coup-là, pile poil au moment où il y avait toutes les personnes qui attendaient la cérémonie, le début ou la fin de la cérémonie, il y a une moto qui arrive à fond, un jeune qui arrive à fond sur la moto. Et ma pote se retourne et le mec avait une musique à fond sur la moto. C'est pas tous les jours, quoi. C'est une petite mobilette. C'est pas tous les jours qu'il y a un gars avec une mobilette à fond dans un village paumé qui a de la musique. Et le gars ressemblait comme deux gouttes d'eau au papa de ma pote quand il était jeune. Et il avait pas de casque et tout. Il était magnifique, là, sur sa mobilette et tout. Il ressemblait comme deux gouttes d'eau à son père jeune. Et il écoutait le morceau préféré de son père sur cette mobilette, comme si au fond c'était quelqu'un qui venait des années 60, quoi, parce que son père, c'était dans les années 60 qu'il écoutait ce morceau, qu'il était fan de ce morceau. C'était dans les années 60 qu'il avait une mobilette, c'était dans les années 60 qu'il ressemblait à ce gars-là sur cette mobilette, et donc il arrive dans cette courbe. Et ce gars-là arrive, passe au moment de l'enterrement avec cette mobilette, cette musique à fond et cette physionomie qui pouvait laisser penser qu'il s'agissait de son père 50 ans plus tôt. Et il part comme ça. Et ma pote l'a vraiment vu comme un signe ou comme son père qui venait lui faire un petit coucou, comme un fantôme qui passait au fond. Ouais. C'était vraiment chelou, quoi. Ah, j'imagine ça devait être assez choquant, quoi. Ah, ça l'a vraiment touché, quoi. Ça l'a impacté. Et à la fois, c'était beau comme image, quoi. Elle était contente d'avoir vu ça, quoi. Ouais, non, mais moi, les expériences que j'ai en fait les expériences. C'est toujours pareil. Est-ce que c'est vraiment des expériences ou pas? J'en sais rien, mais en tout cas, moi, voilà, ça m'arrive assez, pas souvent, mais de temps en temps d'avoir cette espèce de sensation d'avoir quelqu'un qui m'observe ou qui attend de moi quelque chose. Et c'est assez perturbant, mais je le vois pas trop comme un truc agressif. Enfin, j'ai jamais senti ça. Moi, j'ai peur parce que ça me fait peur, parce que c'est quelque chose que je connais pas, mais
effectivement, je le vois jamais comme quelque chose de trop agressif. Enfin, sauf là dans la maison, franchement, il m'a fait tomber une étagère dessus, c'est pas très cool, mais... Et dans les maisons des autres, c'est pareil? Tu ressens des choses? Alors, c'est pas que dans les maisons, mais c'est vrai que ça m'arrive d'aller dans des lieux et me dire, là, c'est un endroit très, très angoissant et je le sens pas. Ça m'est déjà arrivé. Ouais, de me dire, j'ai un peu ce truc de genre, je ressens les lieux, là. Ouais. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, ouais, de rentrer dans des endroits où je me dis, waouh, là, il y a un truc très angoissant, très, ouais, comme s'il y avait des âmes autour, en fait, que t'es pas très ravi qu'on soit là. Ça m'est déjà arrivé, c'est assez fou, d'ailleurs. Parce que ça, en fait, c'est assez paradoxal parce que c'est le genre de truc qu'on entend dans des vidéos où il y a des gens qui sont à fond là-dessus. Moi, c'est pas forcément mon cas. Moi, je peux pas dire à 100% j'y crois, c'est pas vrai. C'est pas le cas, mais je ressens des trucs, ouais, très bizarres. Enfin, ça m'est déjà arrivé, genre en visitant, pas cet été, par exemple, j'ai visité un château. Et j'ai vraiment, et en plus j'ai dit à mon mec qui est genre méga rationnel, mais maintenant il vit avec moi, donc il sait des fois il y a des trucs chelous, et je lui ai dit non mais là, enfin cet endroit est oppressant de ouf quoi. Vraiment. Et du coup il te dit quoi quand tu lui dis ça? Rien, il accepte parce que enfin pendant un moment il y en avait notre chambre, j'étais persuadée qu'il y avait un esprit dedans, il a été me chercher de la sauge pour que j'en brûle, donc il est compréhensif. Mais il me la donne un peu en mode désespéré. Bon vas-y brûle ta sauge, c'est bon. On m'a dit que ça faisait partir des esprits, donc moi j'en suis là, tu vois. Genre j'y crois pas, mais je vais quand même brûler ma sauge, on sait jamais si ça marche. Et ça marche, d'ailleurs. C'est ça le pire. C'est peut-être psychologique, hein, attention, mais... Marion, en tout cas, merci pour cette anecdote et tout, parce que c'est vrai qu'on était avec toi dans la maison et clairement on a vécu ton expérience. Et puis j'imagine que c'est pas toujours simple de raconter ce genre de choses, parce qu'il peut y avoir des gens qui, je sais pas, qui te jugent quoi quand tu racontes des trucs comme ça. Donc tout à fait. Voilà, merci de nous avoir raconté cette histoire dans la petite histoire exceptionnelle spéciale Halloween pour aujourd'hui. Et puis merci également d'écouter le podcast de la petite histoire, hein, Marion. Merci à vous, c'était super cool de m'inviter en tout cas. Merci Misogyne, parce que c'est comme ça qu'on te retrouve sur les réseaux sociaux. Et puis c'est ça. À bientôt. À bientôt. Voilà, si vous aussi vous avez des anecdotes comme Marion, n'hésitez pas, venez nous raconter ça, on vous attend sur les réseaux sociaux de la petite histoire. On est toujours sur cet épisode spécial Halloween, à quelques jours d'Halloween, on se trouve dans notre manoir à nous, hein, le manoir de la petite histoire. Et vous savez d'ailleurs que moi je vais régulièrement dans une maison que les gens du village qui s'appelle Tence, c'est en Haute-Loire, appellent tous le manoir, c'est une maison de famille. Et en fait, dans ce manoir, ou en tout cas dans cette grande maison de famille, c'est vrai c'est une maison qu'on a depuis des générations et des générations dans la famille. Et il y a toujours eu des histoires, tu vois, parce qu'elle fait flipper cette maison. Il y a tout qui craque et il y a tout qui est en bois. Il fait souvent très froid dans cette maison qui n'est ouverte que très peu à l'année. Et donc, il y a forcément des bruits, les bruits de la plomberie, une vieille plomberie, des bruits du plancher, comme je le disais, les escaliers. Tu peux absolument pas te lever dans la nuit sans faire de bruit et sans réveiller tout le monde, parce que ça fait enfin voilà, c'est absolument pas discret. Et donc du coup, nous on s'est toujours amusé à se faire un petit peu peur dans cette maison, c'est normal. Et surtout qu'il y a des anecdotes qui traînent. Alors notamment l'anecdote d'un oncle, un oncle que j'ai, qui lui un jour est venu dans cette maison avec sa femme et avec sa petite sa fille, hein. Et en fait ils sont arrivés dans la maison, il faisait nuit. Et ils sont allés se préparer pour aller dormir et pour profiter éventuellement du lendemain, une petite balade à pied ou un truc comme ça. Et en fait, ils sont arrivés dans les chambres, ils ont commencé à essayer de s'endormir. Et ils ont entendu venir du grenier, alors que c'est une maison qui a 2 étages, hein, donc il y a 2 étages plus un grenier. Et donc venant du grenier, venant de tout en haut de la maison, ils ont entendu des bruits de chaînes. Voilà, il y avait quelqu'un qui marchait, il y avait des bruits de pas, et selon ce qu'ils disent, il y avait des bruits de chaînes. Et donc ils ont commencé à flipper. Et alors en plus, vous imaginez bien qu'il y en a un qui l'entend, donc qui réveille l'autre. T'as entendu ce que j'ai entendu? Non, j'ai pas entendu. T'as entendu quoi? Regarde, écoute. Ah ouais, effectivement. C'est chelou. Et puis en fait ils se sont fait peur tous les deux, et au bout d'1 heure ils ont dit bon allez c'est bon, on dégage. Ils sont allés dans un hôtel qui était dans le même village. Ils sont allés taper à la porte de l'hôtel à minuit et demi, et l'hôtel les a acceptés, et en fait ils sont partis le lendemain, ils sont pas revenus dans la maison tellement ils ont eu peur quoi. Et donc ça c'est mon oncle qui raconte régulièrement cette anecdote. Et dans cette même maison, faut savoir que c'est vrai que
Évidemment, il y a l'aspect de la maison qui fait beaucoup et qui attise la curiosité et qui amène à ce genre d'imaginaire côté esprit, côté paranormal, maison hantée, etc. Mais il y a beaucoup de monde qui vient dans cette maison et beaucoup de monde raconte les mêmes choses, qu'ils ressentent quelque chose d'inhabituel dans cette maison, ils le ressentent comme des esprits. Et chaque fois, on nous dit, ouais, mais les esprits, ce sont dans cette maison des bons esprits, des esprits qui sont pas des esprits malins, ce sont vraiment des esprits bienveillants, qui nous veulent du bien, qui sont contents de voir qu'il y a du monde dans la maison, qui sont contents d'avoir un petit peu de visite dans cette maison. Donc, et c'est régulièrement qu'on a eu des personnes dans cette maison, des invités, qui nous disaient, oh là là, j'ai ressenti des choses cette nuit, j'ai été en lien avec des esprits, mais rassurez-vous, ce sont de bons esprits. Et régulièrement, on a eu ce genre de propos dans cette maison. Voilà. Donc, je sais pas je sais pas comment croire à ces histoires-là, mais en tout cas, ce sont des histoires que j'ai vécues. En tout cas, c'est bon signe que ce soit des bons esprits finalement. Oui, a priori, c'est pas mal, ouais. Ah, ils sont contents, on leur fait des petits coucous chaque été, et puis ils sont contents, quoi. Voilà, ça leur fait leur année. Et toi, tu ressens pas l'énergie autour de cette bâtisse ? Non. Alors si, il y a quand même une énergie qui est énorme, mais si tu veux, c'est plus une énergie pour moi. En tout cas, c'est plus une énergie liée à tout ce qui s'est passé dans cette maison. Tu vois, il y a eu la Seconde Guerre mondiale également, et c'est un lieu où il y a eu pas mal de choses pendant la Seconde Guerre mondiale, avec des gens qui ont été cachés, etc. Donc il y a tout peut-être cette force là, ces esprits là, et puis c'est vrai que c'est une maison qui fait un peu peur parce que c'est une maison qui est une vieille maison, parce que c'est une maison on sent qu'il y a eu beaucoup de vécu à l'intérieur. Il y a beaucoup de cadres, de portraits de arrière grands-parents. Il y a beaucoup de livres, de très très vieux livres. Il y a des objets en tout genre qui ont des centaines et voire même 200 ou 300 ans. Donc c'est une maison qui est marquée par le temps et donc forcément elle dégage quelque chose, quoi. Elle dégage quelque chose, qu'on y croit ou pas, elle dégage quelque chose. Elle est chargée, quoi. Ouais, elle est chargée en histoire également. Vraiment, ouais. Ça doit être magnifique à voir. Elle vraiment. est très belle, cette maison. Moi, j'y vais chaque été. Vraiment, je prends toujours un grand plaisir parce que c'est. Tu vas l'été. Ouais, j'y vais. Aussi parfois en hiver ou en automne, mais c'est vrai que je prends plaisir à la retrouver en tant que maison. Tu vois, c'est vraiment un lieu où on est content de voir cette maison. On est content de la retrouver comme si on avait affaire à un être humain finalement, quoi. On est content de faire cette rencontre annuelle avec la maison. C'est devenu en fait finalement un membre de la famille en fait. Ah, c'est un personnage à part entière. Ouais, clairement, ouais. Donc voilà. Bon, et alors dans cette maison, il y a eu des fois des gens qui ont ressenti pendant la nuit des formes de paralysie. C'est arrivé à ma sœur qui s'est sentie comme paralysée pendant qu'elle dormait dans cette maison, comme si quelqu'un venait lui toucher lui appuyer sur la poitrine, lui appuyer également sur les pieds et l'empêcher de se lever alors qu'elle voulait se lever, elle voulait crier. C'est ce qu'elle a ressenti. Et toi, Seb, c'est un truc qui t'est déjà arrivé ? Oui, ça m'est arrivé une fois. C'est une expérience vraiment flippante qui s'explique. Je pourrais vous l'expliquer si vous voulez après. Ouais. Alors en fait moi c'était au milieu de la nuit et donc je dormais vraiment paisiblement. Je faisais pas de rêve particulier, en tout cas j'en ai pas le souvenir. Et en fait à un moment donné je me réveille et je vois derrière la porte que la lumière est allumée. C'était 3-4 heures du matin, il y avait personne et je me dis je vais me lever pour éteindre la lumière. Je vais pour me lever, sauf qu'évidemment impossible de bouger. Mais quand je te dis impossible, j'étais en fait ligoté, tu sais, j'avais la sensation que j'étais attaché au lit en fait. Et je vois derrière la porte, tu sais, un peu comme dans les films, un peu un cliché de film d'horreur, je vois, tu sais, dans l'ombre de la porte avec la lumière, des pas, tu vois, des pas qui se rapprochent, qui se mettent derrière la porte. Et au moment où tu vois les deux pas, deux ombres noires finalement de pieds derrière la porte, la poignée qui commence à s'ouvrir. Mmh. Et là, réflexe, je me mets à hurler, tu vois, de peur. Et d'un coup, je me réveille en fait. Enfin, d'un coup, ça va mieux. Je me remets à bouger. Et en fait, j'étais dans le noir complet. Il y avait rien. J'étais pas attaché. J'avais plus de sensation d'être attaché. Il y avait personne derrière la porte. Tout était éteint. Et tu te réveilles en sueur. C'était
Mais sur le moment, j'avais l'impression, et les souvenirs que j'en ai sont nets, j'avais l'impression que quelqu'un était en train d'ouvrir la porte pour venir me tuer, qui m'avait attaché, qui revenait pour m'achever en fait. Tiens, c'est dingue. Et ça t'est arrivé qu'une fois ? Ouais, qu'une seule fois, ouais. Alina, t'as déjà eu des trucs comme ça ? Oui, une fois aussi. Mais moi, c'était suite à un cauchemar. Tu vois, c'est étrange par rapport à Seb. Et du coup, Seb, après, ça t'a suivi longtemps, ce truc ? T'en as eu peur longtemps de ce moment-là un petit peu inexplicable ? Bah, disons que la nuit d'après, quand il a fallu aller se coucher, je me suis endormi j'avais mis un film à côté, un truc, tu vois, pendant quelques temps, tu dis, pas très chaud pour dormir là, tu vois, j'ai pas sommeil. Parce que forcément, t'as l'impression qu'imagine, ça arrive tous les soirs maintenant. Ouais. Tous les soirs, tu vas te réveiller, tu vas avoir cette sensation. Et c'est la nuit, par contre, la nuit où ça m'est arrivé, je me suis pas rendormi. Ça devait être 3-4 heures du matin. J'ai fini la nuit, les yeux grands ouverts. Je me suis dit, plus jamais je me rendors, c'est même pas la peine. Plus jamais de ma vie. Ah ouais. Alina, toi, qu'est-ce qui t'est arrivé avec ce genre d'expérience ? En fait, moi, j'ai fait un cauchemar et quand je me suis réveillée de ce cauchemar, j'étais encore tellement traumatisée par ce cauchemar que ma jambe, en fait, mes jambes ne bougeaient plus. Je me suis levée sur mon lit et je me suis aperçue que mes jambes ne pouvaient plus bouger. Donc je suis restée totalement figée, paralysée, encore en état de choc de ce cauchemar. Par contre, j'ai pas vécu. Alors quelques secondes après, heureusement, j'ai repris mes esprits et ça allait mieux. Mais par contre, effectivement, j'ai entendu plein de témoignages parce qu'on a fait une émission sur Witches Radio autour de la paralysie du sommeil. Alors c'est marrant qu'on en parle avec vous. Bah ouais. Et que j'ai le témoignage surtout de Seb, parce que moi j'ai jamais eu cette vision d'un personnage ou d'une ombre qui apparaît dans ma chambre ou à quelques coins de ça. Et effectivement, Sébastien a raison parce que c'est normal. Enfin, c'est normal. Disons que c'est physiologique en fait. Ce que j'ai cru comprendre en fait quand on fait la paralysie du sommeil, c'est que en fait, au moment où on se réveille, on est encore censé être dans notre rêve. Notre corps est toujours endormi, mais en fait, c'est notre tête, elle, est réveillée. Et donc, tout ce que l'on peut percevoir autour de nous quand on se réveille, suite à ça, et ben en fin de compte, est a priori issu encore de notre songe. Sauf qu'on est tellement convaincu qu'on est réveillé que ça nous fait peur. Mais alors, ce qui est chelou, parce que moi aussi, ça m'est arrivé, mais c'est qu'on a l'impression que ça dure hyper longtemps. Oui. Et si j'ai bien compris, c'est pas forcément le cas. Ça dure pas si longtemps que ça. Hein, c'est ça. Hein. En fait, c'est ça. J'avais vu que c'est un peu, alors vraiment avec des gros guillemets, le même système que les vertiges. C'est en fait comme ta tête justement est réveillée, mais ton corps est encore dans un sommeil profond. Pour ton cerveau, c'est pas normal ce qui se passe, c'est pas normal, mais comme il se passe rien, le cerveau en fait va plus ou moins créer quelque chose pour que ça soit logique, tu vois, pour que dire t'es attaché. C'est pour ça souvent que quand les gens font des paralysies du sommeil, la chose qui revient, c'est on est attaché ou il y a quelqu'un au-dessus de nous qui nous bloque les bras et les jambes, parce qu'en fait la seule logique qui est pour que tu sois réveillé mais que tu ne puisses pas bouger, c'est pas que tu es attaché, que quelqu'un t'empêche de bouger. Et c'est un peu le même système. Alors, il faudra, j'explique du mieux que je peux, mais c'est un peu le même système que le vertige, en fait, où quand tu as des sensations de vertige, en fait, quand tu vas être proche du bord, par exemple, d'une falaise ou quelque chose comme ça, il y a deux possibilités. C'est soit ton cerveau te dit, OK, t'es au bord du vide, mais tu es assez intelligent pour savoir marcher et t'arrêter. Donc, tu crains rien. S'il y a un problème, tu fais une marche arrière, il n'y a pas de souci. Tu crains rien. Et ceux qui ont le vertige, en fait, ton cerveau te dit, t'es au bord du vide, t'as rien à faire là, tu risques en gros, il dit c'est pas normal, ça veut dire que tu vas tomber, donc hop, tout de suite, ton cerveau commence, tu sais, à avoir cette sensation de vertige, t'as l'impression que tu vas tomber, alors qu'en fait, tu es stable, tu ne bouges pas, mais pour ton cerveau, de voir le vide, il va créer cette sensation de t'es en train de tomber dans le vide, en fait. Ouais. Et apparemment, ce serait à peu près le même système de fonctionnement, on va dire, du cerveau avec les paralysies du sommeil qui, comme il se passe quelque chose qui n'est pas censé arriver, et ton cerveau crée inconsciemment un problème en fait. Alors moi quand ça m'est arrivé, c'est marrant parce que j'étais dans un hôtel et je suis venu faire une sieste à l'hôtel. Donc j'étais seul dans la chambre et je commence à dormir tranquillement et à un moment je me réveille et j'essaye de bouger, je ne peux pas bouger.
Et donc là, moi, je suis persuadé que j'ai un problème cardiovasculaire, quoi. J'ai vraiment l'impression que je fais un gros malaise et que c'est chaud, quoi. Et donc je me dis, ah, mince, mais je suis complètement bloqué, etc. Il faut que j'appelle au secours. Et la chance fait que il y avait une personne qui faisait le ménage, qui était juste derrière ma porte de la chambre et qui tapait avec son balai contre ma porte. Elle devait pas savoir qu'il y avait quelqu'un qui dormait à la base. Donc du coup, je me dis, génial, je vais pouvoir interpeller cette personne et crier au secours. Et j'essaye de crier au secours. Je voulais que la personne m'entende, celle qui était derrière la porte. Et en fait, impossible de sortir un son. Et j'étais comme ça. Mais il y avait rien qui sortait. Et donc là, d'un coup, je me retrouve paralysé dans mon corps. Je me retrouve incapable de sortir aucun son. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Et j'ai eu l'impression que ça durait extrêmement longtemps. Moi, je dirais comme ça 10 minutes, mais évidemment que c'est pas la réalité. Mais j'ai eu l'impression, la sensation que ça durait 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, il y a eu un truc qui a fait, hop là, j'ai repris le contrôle de mon corps et de ma parole. Mais c'était dingue, quoi. C'était dingue et ça ne m'était jamais arrivé. Et suite à ça, ça m'est arrivé 3, 4, 5 fois en plus. Et puis après, ça m'est plus jamais arrivé. Ça m'est arrivé en 4-5 mois, ça m'est arrivé 4-5 fois. Et après, ça ne m'est plus jamais arrivé. Et ça, c'était il y a 15 ans. Il est dit aussi qu'on peut faire des paralysies du sommeil à certains moments de sa vie, surtout quand on est épuisé, quand on est angoissé aussi, stressé par quelque chose en particulier. C'est pas parce qu'on fait une fois une paralysie du sommeil qu'on en fera tout le temps. On peut en faire plein de fois et après d'un coup plus rien. Par contre, de ce que j'ai cru comprendre en faisant des recherches à ce niveau-là, c'est que si ça reste constamment, que c'est souvent, là, il faut voir un médecin. Ah, faut consulter, ouais. Bon. Mais en soi, la paralysie du sommeil, on a la sensation qu'on va mourir. C'est un peu cette sensation-là qu'on a, alors que pas du tout. Ah, en fait, c'est pas la paralysie du sommeil. C'est genre un peu une angoisse dans un sommeil, quoi. Ouais. Là, c'est ça, c'est juste le temps que ton corps se réveille, en fait. Que ton cerveau se réveille avant le reste de ton corps, en fait. Il te fait vivre des trucs de fou. C'est ça. Bon, vous aussi, vous avez été atteint, j'allais dire, par ce trouble du sommeil, enfin cette paralysie pendant le sommeil. Dites-le nous sur les réseaux sociaux, on vous attend. Les amis, on va laisser ce manoir, on va refermer les portes de ce manoir parce que voilà, je crois qu'on s'est dit beaucoup de choses et je pense que les esprits qui nous ont écoutés ce soir veulent absolument que les histoires s'arrêtent maintenant. Alina, merci beaucoup d'avoir fait partie de cet épisode spécial pour Halloween, spécial de la petite histoire. On te retrouve à la fois sur Witches Radio, mais également très régulièrement, c'est-à-dire une fois tous les 15 jours dans nos petites histoires à nous. Tu as fait notamment récemment la petite histoire des frères Grimm, la petite histoire de Walt Disney. Là, on va t'avoir dans quelques jours avec la petite histoire d'Alice au Pays des Merveilles avec son auteur Lewis Carroll. Et donc tout ça à retrouver dans notre chaîne de la petite histoire. Merci infiniment pour toutes ces histoires que tu nous racontes et puis merci pour ta présence avec nous aujourd'hui dans ce manoir hanté de la petite histoire. Merci à vous pour l'invitation. J'étais ravie d'être présente ce soir, voilà, en plein dans le manoir de la petite histoire. Et puis on te souhaite un bon Halloween. Seb, merci à toi pour d'abord toutes les petites histoires que tu écris également. Toutes les histoires, c'est toi qui les réalises, c'est toi qui les mixes, donc on te remercie pour ça. Merci pour tes histoires que tu nous as racontées aujourd'hui. Merci à vous, c'était fort intéressant. Merci à tous les auditeurs, toutes les auditrices là qui sont passés avec nous aujourd'hui dans ce manoir de la petite histoire. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous le redis, mais on se retrouve sur les réseaux sociaux avec vos petites histoires à vous. N'hésitez pas à nous les raconter. Et puis on se retrouve également la semaine prochaine avec un nouvel épisode de la petite histoire. Prenez soin de vous et à très vite. Salut. La Fabrique Audio présente La petite histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast? Contact @lafabriqueaudio.com. Les dernières tendances, la musique, la gastronomie et les animations pour enfants se vivent aussi dans la rue pour que vous en profitiez en plein air. Du 4 au 20 novembre, venez à l'Andorra Shopping Festival. Informez-vous sur visiteandorra.com.